Certaines affaires ne se referment pas avec un tampon. On peut les classer, les scanner, les ranger. On peut démolir les immeubles, réaffecter les bureaux, accrocher sur les murs des avis de décès bien polis, avec des dates et des formules de condoléances. Mais tant qu'il reste quelqu'un pour se demander ce qu'on a raté, le dossier continue de respirer. La dernière fois, 2 enquêteurs ont rouvert une disparition vieille de 20 ans. Ils ont descendu les escaliers d'un immeuble condamné, remonté les marches d'un commissariat fatigué, fouillé une chemise cartonnée qui refusait de se laisser oublier. Et puis, dans le hall, ils ont découvert un avis de décès. Le nom du commandant, sa photo, une date, 2005. Ils ont voulu reculer. La lumière s'est éteinte. Nous les retrouvons maintenant, là où les vivants n'ont plus tout à fait leur place. Accrochez-vous. On ne sort pas indemne de ce genre de relecture. Vous entrez maintenant dans le noir. Quand les néons se sont éteints, le silence n'est pas tombé d'un coup. Clara entendait encore la rumeur de la ville, dehors. Une voiture qui passait loin, un aboiement étouffé, le chointement de la pluie sur le trottoir. Tout était là, mais comme derrière une vitre très épaisse. Elle resta immobile, la main toujours posée sur le cadre de l'avis de décès. Sous sa paume, le verre était froid, parfaitement réel. À côté d'elle, Elias ne bougeait pas. « Commandant !» appela-t-elle. Sa voix sembla se perdre quelques centimètres devant elle, avalée par l'air du hall. Peu à peu, une lueur revint, différente de la lumière artificielle des néons. Un gris laiteux, sans source précise, comme si les murs transpiraient de la clarté. Clara releva la tête. Le hall n'était plus tout à fait le même. Les boîtes aux lettres avaient retrouvé leurs vitres en plastique, intactes. Les tags avaient disparu des murs. Le carrelage, lavé, brillait faiblement. Une odeur de cire se mêlait à celle, plus ancienne, de la poussière et de la pierre humide. Seul le panneau d'affichage n'avait pas changé. L'avis de décès d'Elias trônait toujours au centre, avec la même photo, la même date, la même phrase griffonnée en coin. À revoir le 14 novembre. Clara sentit un vertige lui monter à la gorge. « C'est avant, » souffla-t-elle. « On est revenu en arrière. » Elias détourna enfin les yeux de sa propre photo. « Non, » dit-il, « on n'est pas revenu. C'est nous qui n'avons jamais bougé. » Il posa la main contre le mur. Ses doigts le traversèrent comme de la brume. Clara sentit son cœur déraper. « Arrêtez !» Elle l'attrapa par la manche, par réflexe. Sa main passa à travers le tissu sans résistance. Elle recula d'un pas, comme si elle venait de toucher un fil sous tension. « Vous êtes mort, » articula-t-elle enfin. « La voix blanche, depuis tout ce temps, depuis 2005. » Elias eut un rire sans joie, aussi sec qu'un claquement de papier. « Ça, c'est ce qu'ils ont décidé d'écrire, » répondit-il en désignant le panneau. « La question c'est, qu'est-ce que moi j'ai décidé de ne pas accepter ?» Un bruit de porte les interrompit. La porte d'entrée s'ouvrit sur un courant d'air froid. Un homme entra, portant un carton dans les bras. Uniforme bleu marine, brassard police, visage banal. Il secoua quelques gouttes de pluie de ses cheveux, renifla, se massa la nuque. « Putain de nuit !» grogna-t-il. « Encore une descente aux archives et après promis, je me barre. » Clara se plaqua instinctivement contre le mur, alors qu'elle savait déjà qu'il ne la verrait pas. L'homme ne lui jeta pas un regard. Ses yeux glissèrent à travers Elias,
indifférent. Sur le côté du carton, un marquage au feutre noir. 27B05. La gorge de Clara se serra. « C'est lui, chuchota-t-elle. Celui qui avait été avec Manon le jour de la visite au commissariat ?» Elias plissa les yeux. Un fragment de souvenir remonta, brutal. Une main d'adulte tenant celle de la petite, dans un couloir, la silhouette sur le côté d'une photo de groupe. « C'est un brigadier, » dit-il. « Marchand. Laurent Marchand. » Le brigadier traversa le hall. Arrivé devant le panneau d'affichage, il ralentit, leva les yeux vers la fille de décès. Son propre reflet se superposa un instant à la photo d'Elias. « Salut, vieux », murmura-t-il en haussant un sourcil. « Encore un petit tour en bas, pour toi. » Il eut un sourire qui n'avait rien de funèbre. « T'en fais pas, on va finir par l'oublier, ton affaire. » Il repartit vers la porte coupe-feu menant aux escaliers du sous-sol. Clara sentit un courant glacial passer à travers elle. « Vous l'avez toujours eu sous les yeux ?» souffla-t-elle. « Pendant l'enquête, pendant toutes ces années, et vous n'avez jamais... » « Je ne pouvais pas l'accuser sans preuve, » coupa Elias. « Pas sur une impression, pas sur un pressentiment. »« Et maintenant ?» Il regarda le carton s'éloigner, inexorable. « Maintenant, on le suit. » Les archives en feu. Le sous-sol ne sentait plus le moisi. Il sentait le papier, l'encre, la sueur. Des bruits de pas, de chaises, de portes qui claquent montaient des couloirs invisibles. Des voix aussi lointaines, comme entendues à travers un combiné téléphonique. Clara descendit derrière Marchand, mais pas à sa suite. À côté de lui, à travers lui. Ses semelles ne faisaient aucun bruit sur les marches. Le brigadier poussait devant lui un chariot métallique où reposait le carton de l'affaire 27B05, avec d'autres dossiers. Il sifflotait à mi-voix, une mélodie sans joie. Au bas de l'escalier, la porte des archives était grande ouverte. La salle, éclairée à plein néon, grouillait d'activité. Des silhouettes passaient entre les rayonnages, bras chargés de chemises, de classeurs, de boîtes. Clara reconnut des visages vus en photo sur les murs du commissariat actuel. Plus jeunes, plus droits. Certains étaient morts depuis longtemps. Tous ignoraient leur présence. « C'est le jour de l'incendie », murmura Elias. Clara se tourna vers lui. Il avait l'air absorbé, les yeux fixés sur un point qu'elle ne voyait pas. « Vous vous souvenez ?» Par fragments, des odeurs, des bruits. À l'époque, j'ai tout mis sur le compte du choc, du manque d'oxygène. Marchand gara son chariot près d'une table libre. Il posa le carton 27B05 dessus avec une précaution presque affectueuse. Puis, il vérifia autour de lui. Personne ne le regardait. Il ouvrit la chemise. Clara s'approcha, jusqu'à se tenir presque au-dessus de son épaule, même si elle ne projetait aucune ombre. Les mêmes documents qu'elle avait vus plus tôt. Rapports, photos, dessins d'enfants. Mais ils avaient l'air plus nets, comme si le temps n'avait pas encore passé dessus. Marchand fouilla, sortit une cassette audio étiquetée à la main. Audition, Verne, 14 novembre 2005. « Voilà, mon vieux, » marmonna-t-il, « on va éteindre ta petite voix aussi. » Il glissa la cassette dans un magnétophone posé là, appuya sur play. La bande se mit à tourner. Audition du commandant Elias Verne, division criminelle, à propos de l'affaire 27B05. La même voix que celle qu'ils avaient entendue tout à l'heure, mais plus jeune, plus assurée. Le 14 novembre 2005. Clara sentit les poils se hérisser sur ses bras. « Vous voyez » dit Elias à mi-voix. « On l'avait déjà faite, cette audition. » Sur la cassette, sa voix poursuivait, précise, méthodique. « Nous avons relevé plusieurs incohérences dans les déclarations du brigadier Laurent Marchand. Présence injustifiée sur les lieux,
contradictions horaires, disparition de notes et de croquis originaux. La mâchoire de Marchand se crispa. Je recommande son audition en garde à vue et la saisie de son casier personnel pour vérification. Le brigadier abattit sa main sur le stop. Le bouton s'enfonça avec un claquement sec. Le silence se remit à bourdonner. Marchand resta un moment penché sur l'appareil, respirant fort. « T'avais toujours le chic pour te mettre dans les pires endroits, toi, » grogna-t-il. « Même mort. » Il débrancha la prise du magnétophone. Le cordon traça un arc noir jusqu'au sol. Clara, qui savait ce qui allait suivre sans se le formuler, sentit la panique monter. « Commandant, » dit-elle, « on ne peut pas le laisser. »« On ne peut rien faire, » la coupa Elias. « La voix sourde. Regarde-les. » Il désigna les archives autour. Il n'était plus seul. Des techniciens, des agents passaient entre les rayons, mais leurs silhouettes semblaient moins nettes, comme si elles se dissolvaient par endroits. Le temps commençait déjà à baver. Un grésillement monta des plafonds. Un des néons trembla, lâcha une étincelle bleue qui disparut dans la poussière. Marchand rangea la cassette dans le carton 27B05. Il referma la chemise, prit le carton dans ses bras. Au moment où il se redressait, Elias avança d'un pas, par réflexe. Sa main traversa le carton, les documents, la chemise, comme si tout cela n'était qu'une image. Pourtant, quelque chose accrochait. Une résistance ténue, presque imperceptible, le long de ses doigts, comme si une feuille, une seule, refusait de ne pas sentir son passage. Il eut un sursaut. Marchand s'arrêta net, frissonnant. Il regarda autour de lui, inquiet. « Y a quelqu'un » Personne ne répondit. Mais Clara vit, sur le dessus du carton, une page s'être décalée d'1 millimètre, juste assez pour laisser dépasser un coin blanc. Un coin où quelques lettres, noircies, commençaient à se dessiner toutes seules. Laurent M. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais les mots se perdirent. Un claquement violent retentit dans le couloir. Une porte qu'on ouvre, un courant d'air qui s'engouffre. Et puis l'odeur de brûlé. Les premières flammes. Tout se mit à aller très vite. Dans le couloir, quelqu'un hurla « Au feu !» Un autre jura. Une chaise se renversa. Des pas précipités martelèrent le sol. Clara se retrouva propulsée dans un balai affolé, où elle ne touchait rien, ne heurtait personne, mais voyait tout. Un coffret électrique, à l'autre bout de la salle, crachait des étincelles. Un câble avait fondu, déclenchant un feu qui courait le long du mur, grimpant aux dossiers, aux étagères. Le papier prenait immédiatement. 1 flamme, 2, 10. Le feu montait comme un rideau. Marchand posa le carton sur la table la plus proche. Il hésita une seconde. Ses yeux allaient du feu au carton, du carton à la sortie. Elias le regardait, impuissant. « Tu vas le prendre, » murmura-t-il sans s'entendre. « Tu vas le mettre dans le brasier avec le reste. Comme ça, plus de bandes, plus de croquis, plus de recommandations d'audition. » Marchand attrapa la chemise 27B05. Il l'ouvrit, sortit un paquet de feuilles. Les flammes gagnaient déjà les rayonnages voisines. La chaleur commençait à déformer l'air. Il avança vers le foyer. Clara le suivit, désespérée. « Stop! Stop, putain !» Elle savait que c'était inutile, mais une partie d'elle refusait d'accepter qu'il revive ce qu'Elias avait déjà vécu. Au moment où Marchand tendait le bras pour jeter les documents dans les flammes, quelque chose accrocha son regard. Sur la première page, au feutre sombre, 2 lignes d'écriture s'étalaient nettes, là où il n'y avait auparavant que du texte tapé. Principal suspect, brigadier Laurent Marchand, à revoir le 14 novembre. La main de Marchand se figea. « C'est quoi cette connerie ?» Les flammes se rapprochaient, une chaleur écrasante lui léchait le visage. Clara croisa le regard d'Elias. Quelque chose venait de changer. « Vous avez déjà écrit ça ?» demanda-t-elle, sans le quitter des yeux. « Non, » répondit-il.
Pas avant aujourd'hui. La feuille vibrait au bout des doigts de Marchand. Les lettres semblaient plus noires, plus épaisses que tout le reste, comme gravées. Il jura à mi-voix, referma la chemise, retourna précipitamment au carton. Il fourra le dossier dedans, en bloc, et referma. Merde, merde, merde! Il attrapa le carton pour l'emporter. Mais une secousse violente fit vibrer les rayonnages. Une poutre métallique, tordue par la chaleur, céda dans un hurlement grinçant. Clara eut juste le temps de voir la structure s'effondrer vers eux. Par réflexe, elle leva les mains. La poutre la traversa sans la toucher. Elle s'abattit sur Marchand. Le choc le jeta à genoux. Le carton lui échappa des bras. Les dossiers s'éparpillèrent, 27B05 au milieu des autres, aspirés par le feu naissant. Un épais nuage de fumée noire envahit la salle. Elias perdit de vue tout le monde. Quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus que des charbons. Des étagères calcinées, des plaques de métal tordues, des lambeaux de papier collés au sol. Une eau sale formait des flaques, reflets du gyrophare qui tournait encore quelque part, très loin. Clara et Elias se tenaient au milieu des ruines, indemnes, mais entourés de cendres qui ne refroidiraient jamais vraiment. « C'est comme ça que vous êtes mort ?» dit-elle enfin. Sa voix paraissait venir de très loin. « Officiellement, oui, » répondit Elias, coincé sous une étagère, intoxiqué par la fumée, en essayant de sauver des dossiers. On a mis ça dans les discours. Et officieusement ? Il eut un temps. Officieusement, j'avais un collègue prêt à tout brûler pour disparaître avec ses fautes, et je suis resté avec lui, pour l'empêcher de le faire, ou pour le regarder faire, je sais plus. Il se pencha. Parmi les débris, une feuille à demi consumée avait survécu. Le feu s'était arrêté net au milieu des lettres, comme s'il avait buté sur quelque chose. Clara se pencha à son tour. On distinguait encore clairement, principal suspect, brigadier Laurent Marchand. Le reste du nom était mangé, charbonné, mais l'essentiel, lui, refusait de disparaître. « Il n'a pas réussi à effacer ça, » murmura-t-elle. « Aucun feu n'efface vraiment une écriture qu'on a dû faire, » dit Elias. « Au mieux, il la cache un temps. » Il releva les yeux. Autour d'eux, la salle des archives floutait déjà. Les ruines devenaient transparentes, laissaient deviner au travers une autre version du même lieu, plus moderne, plus propre, avec des étagères neuves, des ordinateurs, des boîtes en plastique. Le présent revenait. « Alors, c'est terminé ?» demanda Clara. « On a cassé la boucle ?» Elias la regarda longtemps. « Les boucles, ça ne se casse pas, ça se dépasse, » répondit-il. « La question c'est, qui va continuer après nous ?» Quand Clara rouvrit les yeux, elle était assise. La même salle de consultation, les murs crème, la table, la chemise cartonnée 27B05 devant elle. Mais plusieurs choses avaient changé. Le calendrier n'était plus celui de 2005. Il affichait une année récente, aux couleurs vives. Le logo d'une autre brigade, fusionnée depuis quelques années. L'enregistreur, lui, avait meilleure mine. Un modèle plus récent, numérique, posé près de sa main. La chemise était plus mince, beaucoup de documents avaient disparu. Seule, sur le dessus, une feuille. Elle la tira vers elle. Affaire 27B05. Disparition Manon Laforêt. Statut non élucidé. Dossier en cours de numérisation. En bas, 2 lignes manuscrites attiraient l'œil. À revoir le 14 novembre. Principal suspect, brigadier L. Marchand. Dossier disciplinaire joint. La signature au-dessous n'était pas celle d'Elias. C'était la sienne. Les souvenirs affluèrent d'un coup, s'emboîtant comme des pièces de puzzle qu'on retenait depuis trop longtemps. La descente dans les archives, le hall, la vie de décès, les marches du sous-sol, la voix qui sortait des murs, l'incendie, il y a 20 ans, la feuille qui refusait de brûler. Elle se leva vacillante. Sur la chaise d'en face, celle où Elias s'était assis au début de la nuit, il n'y avait plus que son gobelet vide,
La porte s'ouvrit sans bruit. Un jeune lieutenant passa la tête. « Roussel, ça va ? On t'a perdu pendant 1 heure, on allait venir te chercher. » Elle cligna des yeux. Le jeune homme eut un petit rire. « Tu t'es enfermée toute seule avec un vieux dossier, là. T'es sûre que tu vas bien ? T'es toute pâle. » Clara inspira profondément. « Oui, dit-elle. Enfin, non, justement, j'ai besoin qu'on rouvre officiellement la 27B05. Tout de suite. » Le jeune lieutenant haussa les sourcils. « Ce truc ? Sérieux ? Ça fait 20 ans, tu sais, et il y a eu l'incendie en plus. Il reste presque plus rien. » « Il reste assez, coupa-t-elle. Un nom pour commencer, et des traces disciplinaires qu'on n'a jamais croisées avec la disparition. » Elle souleva la chemise. Le jeune homme soupira, mais ne protesta pas davantage. « D'accord. Bon, tu m'expliqueras ça au bureau. Je vais prévenir le chef qu'on va encore se faire des amis au parquet. » Il disparut dans le couloir. Clara resta seule un instant, dossier contre elle. En se retournant, elle accrocha son reflet dans la vitre de la petite fenêtre. Pendant une fraction de seconde, elle crut distinguer, derrière elle, une silhouette masculine, un peu en retrait. Un homme en manteau sombre, les mains dans les poches, le regard fatigué mais soulagé. Elle cligna des yeux. La silhouette avait disparu. Restait seulement son propre visage, tiré, éclairé par la lumière blafarde. Elle reposa la chemise sur la table, ralluma l'enregistreur. Une bande audio, seule, était enregistrée. Elle se lança à haute voix. La mémoire officielle a une date de péremption. Clara eut un sourire, presque imperceptible. « Au moins, quelqu'un écoutera jusqu'au bout, » murmura-t-elle. Elle éteignit l'appareil, prit le dossier sous le bras, sortit. Dans le couloir, en passant devant le panneau d'affichage, elle s'arrêta 1 seconde. L'avis de décès d'Elias était toujours là. Mais dans le coin, une nouvelle mention manuscrite avait été ajoutée, d'une écriture qu'elle ne connaissait pas. « Merci d'avoir regardé. » Officiellement, l'affaire Manon Laforêt est toujours classée comme non élucidée. Il n'y a pas eu de procès spectaculaire, pas de gros titres dans les journaux, juste quelques lignes dans un rapport interne. Réouverture du dossier, réexamen des archives, étude d'un ancien brigadier dont le nom revient un peu trop. On ne parle jamais des voix qu'on a entendues en bas, ni des dates qui se répètent, ni des feuilles qui refusent de brûler. On ne mentionne pas non plus ceux qui continuent d'enquêter alors que leur avis de décès est déjà accroché au mur. Pourtant, il reste des traces. Une annotation obstinée en bas d'une page. Une cassette à moitié fondue où l'on entend encore quelqu'un dire « on avait tout sous les yeux ». Un dossier qu'un jeune policier prend un jour par curiosité pour voir ce que c'était cette histoire. Et puis parfois, un auditeur qui, tard le soir, tombe sur un épisode de podcast parlant d'un commandant mort dans un incendie d'archives, d'une petite fille disparue dans un escalier, d'un nom écrit à la main alors que tout le reste se numérise. Il écoute. Il éteint la lumière. Demain, il passera peut-être devant un panneau d'affichage, au travail, à la mairie, dans une cage d'escalier. Il ne lira pas les noms. Il ne regardera pas les dates. Il fera comme tout le monde. Il détournera les yeux. Mais si un jour, en bas d'une feuille, vous tombez sur une note griffonnée, à revoir le 14 novembre, peut-être vous souviendrez-vous que certaines histoires n'attendent qu'une chose, qu'on les regarde enfin en face. Et vous verrez alors que,
depuis le début, la vérité était là, juste sous vos yeux, dans le noir.